Dans l'épisode du jour, le Cybertruck de Tesla est confirmé pour 2023. L'Europe s'équipe enfin de son premier vaisseau spatial habité et le modèle Y rentre dans la classe très fermée des 5 voitures les plus vendues au monde. Bienvenue dans le monde d'Elon. Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur ces technologies qui disruptent notre quotidien pour un futur plus durable. Et comme d'habitude, je suis avec mon ami Mathias. Salut, comment vas-tu? Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Comment ça va? Très bien. Alors, toi, tu es peut-être en direct de Mars. Moi, comme vous le voyez, je suis à l'étranger cette semaine. J'espère que vous m'entendez bien, que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de problème de connexion, parce qu'on a pas mal de choses à partager aujourd'hui. Comme d'habitude, on reviendra sur vos réponses à la question de la semaine dernière. Énormément de gens ont répondu. On a plus de 1200, 1300 personnes qui ont répondu pour un épisode qui a explosé les records. Ça me fait très plaisir. Mais juste avant de commencer, je vous donne rendez-vous le samedi 25 février pour une journée de découverte et de partage autour de la voiture électrique et de son écosystème. Alors attention, ça sera 2 salles, 2 ambiances. On aura la salle moderne où il y aura des ateliers, de la découverte et je vous ferai même une petite conférence là-bas. Et également, on a la chance d'avoir le circuit de Vaison-Piste à Torcy. Voilà, on vous donnera plus d'informations, mais déjà, notez-le dans vos tablettes. Rendez-vous le 25 février. On commence tout de suite avec une page spatiale, avec l'Europe qui se dote enfin d'un équivalent du Crew Dragon de chez SpaceX. En effet, on parlait beaucoup d'Oriol, le vaisseau russe. Finalement, il a quelques petits problèmes, beaucoup de reports, notamment pas forcément juste dû à la condition géopolitique, mais à d'autres facteurs qui ont entraîné. Mais l'Europe aujourd'hui est dépendante beaucoup des États-Unis, Crew Dragon et Starliner de Boeing. Et on est quand même passé d'une Europe qui avait Hermès, enfin initialement c'était français, mais après c'est devenu européen. Hermès, un vaisseau beau, génial, tout le monde l'aimait parce que c'était vraiment l'industrie aérospatiale qui travaillait sur ce modèle. Finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Mais on va parler tout simplement d'une nouvelle startup, The Exploration Company, une startup franco-allemande qui, elle, arrive avec ça. Ça s'appelle Nix. Et c'est un vaisseau spatial réutilisable qui peut transporter du cargo comme des personnes, comme toi et moi. Alors maintenant, est-ce que ce projet va se concrétiser? On verra bien. Mais tu vois, le vol, le vol de démo, il est bientôt parce que c'est 2024. Et 2026, ça serait le premier vol habité. C'est un vaisseau qu'ils vont pas mettre sur Falcon 9, mais sur une Ariane 6. Donc le nouveau lanceur européen d'Ariane Group opéré par Ariane Espace. On sait, tu vois, globalement, l'ISS, vers 2031, on ne sait même pas si elle sera encore là. Ouais. C'est beaucoup de négociations, on parle des orbitations, on parle de report. Il y a des acteurs qui disent, ouais, mais si vous faites ça pour notre pays, alors on va pouvoir l'étendre. Bref, c'est un grand débat. Mais au moins, même si l'ISS n'existe plus, on aura cette possibilité d'envoyer du cargo depuis la Guyane, direction le Lunar Gateway, donc la station lunaire d'Artemis, Normite. du Ouais, programme ouais. Artemis, c'est ça. Donc forcément, c'est un sacré business pour le futur des programmes lunaires, mais également pour l'exploration de la Lune et peut-être, pourquoi pas, d'autres planètes. Et du coup, c'est le seul projet comme ça au niveau européen ou il y en a d'autres? Alors, il y a d'autres projets, mais le projet le plus sérieux, mais d'une autre, c'est qu'un concept, c'est Suzy, qui est lui plus sur un mini Starship réutilisable, mais pas du tout sur cette ambition d'une capsule polyvalente comme les Nix. Alors, on va continuer par rapport à ce que je disais la semaine dernière, par rapport aux éoliennes. Il y a l'ADEME qui nous sort un chiffre là, comme quoi à partir de 2025, on aura entre 3 000 et 15 000 tonnes de pales qui seraient des déchets par an. Est-ce qu'on va les incinérer? Est-ce qu'on va les enterrer? Certains concepts font du mobilier urbain avec, on les utilise en cimenterie. C'est pas vraiment top et puis c'est pas très bon parce qu'il y a des choses nocives à l'intérieur. Donc, les constructeurs d'éoliennes sont en train de travailler sur des pales qui vont être recyclables, au sens où ça sera plus des fibres de verre, mais ça sera plutôt de la fibre de carbone qui va être utilisée. Par exemple, si on arrive à faire des résines thermoplastiques, comme on dit là, on pourra faire par exemple des lavabos ou du mobilier pour chez soi. Donc il y a toute une chaîne
de l'économie circulaire qui est en train de se mettre en place autour des éoliennes. Et il y a une entreprise, intéressant le chiffre que je t'ai donné tout à l'heure, parce qu'il y a une entreprise américaine qui, dès cette année, va commencer à pouvoir recycler les pales existantes pour faire une fibre qui va renforcer la durabilité du béton et du mortier. Et donc, à partir de la deuxième partie de 2023, ils vont pouvoir commencer à faire ça. Et ils annoncent une capacité de 30 000 tonnes par an. Donc, tu vois, maximum en France, on a dit, c'est 15 000. Donc là, c'est 30 000, 2 fois ce que la France va générer comme déchets. Assez intéressant de voir que finalement, un problème arrive et une solution technique est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses? Mais toutes les personnes qui n'aiment pas trop les éoliennes autour du recyclage, on en fait quoi après? Et au moins, on a enfin des actions qui sont mises en place. On le sait avec les batteries électriques, hein, c'était aussi le cas à un moment, maintenant ça se met en place. Donc en fait, les arguments du recyclage, tout ça, bah, ça commence à ne plus être valable. Mm. Mais au moins, il y a un business, donc c'est-à-dire que ça fait tourner une économie. Et c'est en soi un impact plutôt positif Ouais. socialement, vu que ça intègre l'économie et aussi la biodiversité, l'environnement et tous ces sujets-là. Ouais, on va leur trouver un deuxième usage. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Et de ce qu'on en voit quand on discute avec les fabricants d'éoliennes, voilà, ils travaillent sur ça. La première étape, c'était comment faire techniquement pour fabriquer une éolienne, comment faire après pour leur faire baisser le coût. Et maintenant, la dernière étape, enfin l'étape suivante, c'est recycler les pales au mieux pour leur donner une seconde vie. Donc, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Une autre chose que j'avais teasé aussi, c'est dans cette idée de transformation de choses qui n'existent pas et qui vont exister. On parle des voitures électriques, mais il y a aussi le transport maritime. Et là, dans le transport maritime, regarde-moi ça, je partage l'écran, on a le plus gros cargo du monde. C'est un ferry, il va faire 130 mètres de long, et il va pouvoir transporter 2000 personnes, 226 véhicules, et parcourir 100 000 nautiques. Alors 100 000 nautiques, c'est l'équivalent de Corse continent, tu vois. On pourrait remplacer pas mal de bateaux qui sont aujourd'hui full diesel, qui brûlent du fuel lourd, vraiment dégueulasse, on les voit, hein, ces fumées noires. Reste à savoir comment on va pouvoir les recharger. Ils disent dans l'article là qu'il y a de plus en plus de ports qui sont en train de s'équiper, qui vont s'équiper pour recharger ces bateaux. Là, il va aujourd'hui transporter des cargaisons entre l'Argentine et l'Uruguay. Mais voilà, livraison prévue courant 2025. Fort est parier que là aussi, c'est un premier. Et après, on en aura de plus en plus. Mais j'aimerais bien faire Corse continent avec un cargo comme ça, avec un ferry électrique, ça serait vraiment top. Bah, d'ailleurs, Ariane, ils vont bientôt mettre sur leur bateau canopé des voiles. Donc, ce sera une propulsion hybride entre un voilier et du fuel traditionnel. Donc, dans l'optique de réduire bien l'empreinte carbone d'un lancement. On continue, on va aller voir Tesla maintenant, qui, elle, produit et produit énormément. Pas encore des bateaux, peut-être un jour ça viendra dans la roadmap de Tesla. Qui sait ce que Elon Musk va nous sortir? Mais par rapport aux voitures, bah oui, là, ça va quand même très très vite. Avec le modèle Y, on en parlait en début d'année pour le podcast, par rapport au fait qu'ils sont dans le top 10 aux États-Unis. Et là, ils sont dans le top 4, mais au niveau mondial. Alors, la première voiture la plus vendue au monde, c'est la Toyota Corolla, 1,1 million de voitures vendues, tu vois, en baisse, 2,2%. Ensuite, le Toyota RAV4, moins 13%, 869 000. Ensuite, les Ford F-Series, pareil, en baisse, 786 000. Et vient derrière le Tesla Model Y avec lui une hausse de 88%. C'est complètement incroyable. Alors, ce qui est à mettre en perspective, donc c'est Elon qui dit on va réussir à vendre, à être numéro un. Tu vois. L'objectif, c'est d'être numéro un. 2 usines qui rentrent seulement en production, donc c'est à mon avis tout à fait possible. Mais malgré tout, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que les voitures qui sont devant eux sont en baisse de régime. Et pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est le Toyota RAV4 qui est le plus gros concurrent ici, non? Ouais, surtout quand tu regardes bien, Toyota a un leadership très important. Mais comme on le disait, hein, de toute façon, un Model Y, son succès, il était certain, hein. C'est un véhicule qui est plutôt balèze et les Ricains, ils adorent ça. Donc, Moi, je ne sais pas s'ils vont passer la Corolla, qui est quand même connue depuis très longtemps. 1,1 million, c'est énorme.
mais je vois pas comment il pourrait au minimum pas être deuxième cette année. Ça me paraît quand même assez faisable avec Berlin et la Giga Austin qui viennent d'ouvrir. Ils ont largement les moyens de faire 100 000 de plus. Après, la question, c'est surtout, est-ce que ça peut... les plus gros marchés, c'est US, Canada et Amérique du Sud pour Toyota. Donc Hmm. la cible, ça sera pas vraiment l'Europe. Là, ils vont essayer de gratter de la vente parce que c'est du SUV. Mais les gros pick-up Toyota, l'Amérique latine, pour aller les chercher, ça va être... Hmm. En parlant de grosse production, si le modèle Y va devoir être produit massivement pour atteindre ses objectifs 2023, Tesla décide à Shanghai de passer encore à la vitesse supérieure en visant les 20 000 unités en moyenne par semaine. Nouveau tarif, Tesla plus attractif. Donc ils se disent, bon, il va falloir produire maintenant parce que c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'ils baissent les prix, il y a plus de commandes, qu'il faut livrer à ses clients. Mais pour réduire le prix, il faut aussi produire plus. Donc, c'est un petit peu le cercle, Ouais. une spirale. Donc, on se dit finalement, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que les murs de la chinoise, de la giga chinoise, elle n'est pas non plus. Enfin, ils sont pas, tu vas pas pouvoir les pousser au maximum. On parlait déjà il y a longtemps d'une deuxième giga en Hmm. Chine. Mais tu vois, tu te dis, Tesla, ils arrivent quand même à performer. Sur cette production-là, mais tu as NIO quand même qui est dans la perspective totalement différente de Tesla sur la recharge. NIO est plus sur le battery swap. Et, euh, et pour te dire que Tesla avait abandonné de base ce concept-là, personne n'y a vraiment cru. Eux, aujourd'hui, ils montrent que bien, en une journée, durant la période du nouvel an chinois, ils ont fait 60 000 échanges de batteries, ce qui est plutôt important pour à peu près plus de 1300 stations de swap en Chine. On verra bien ce qui va se passer avec NIO, s'ils vont percer l'Europe. Ils visent plus d'une centaine de stations en Europe. La semaine dernière, tu sais, on parlait de BYD qui Ouais. voulait racheter une usine de Ford en Allemagne. Et on a quelques petits mouvements. C'est Xpeng. Alors, Xpeng, on les connaît plutôt bien. Ils étaient réputés pour avoir copié un petit peu le configurateur de Tesla et ils avaient fait des copier-coller du configurateur de Tesla. Et même Et de ils la avaient voiture, hein, lancé ça ressemble à une Model 3. Hein. Ouais, il y a une certaine caractéristique, une certaine ressemblance sur les premiers modèles. Mais là, ils arriveraient avec un SUV. L'annonce officielle, c'est le 3 février. On est le 2 février. Mais au moins, on sait que Xpeng va arriver en Europe avec deux véhicules. Et là, on parle par contre de pays un petit peu comme NIO, hein, même stratégie. Norvège, Suède, Finlande, toute cette partie européenne nordique. Alors, à ton avis, est-ce que Xpeng va réussir à s'imposer? Parce que du moins, ils ont pris du retard hein, sur NIO. Initialement, ils devaient arriver avant NIO. NIO est arrivé finalement bien avant Xpeng. Mais est-ce que les Européens vont être convaincus par les véhicules Xpeng? Bah, moi, j'ai l'impression que les Européens sont assez vite convaincus par les produits asiatiques, hein, tu vois. Parce que là, on voit la MG4, bon, même si c'est une marque que les Européens connaissent, parce que historiquement, c'était européen, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent, oh, bah, j'achèterai pas parce que c'est chinois, il y en a. Mais ils ont la capacité de faire leurs preuves. Il y a beaucoup d'essais qui se font sur les voitures électriques en ce moment. Et une fois que tu as vu une ou deux vidéos qui te montrent que la voiture, elle fonctionne, qu'elle recharge vite et qu'elle a l'intérieur qui est de qualité, je ne vois pas pourquoi les gens finalement n'iraient pas vers ces voitures chinoises. Et je pense que c'est aussi ce que se disent les constructeurs européens qui commencent un petit peu à avoir peur. Et d'ailleurs, il y a Elon qui a dit il n'y a pas longtemps, en parlant de la concurrence, ce qui lui fait le plus peur, entre guillemets, c'est plus les constructeurs chinois que les constructeurs européens. Voilà. Parce qu'il y a 5 ans, on disait c'est le début des constructeurs chinois, ils arriveront d'ici 5 à 7 ans. Maintenant, 5 ans sont passés et ils t'annoncent des choses vraiment super intéressantes pour 2023, 2024. Donc, tu vois, voilà, c'est toujours bien de dire ah, mais ça sera dans 5 ans. Mais 5 ans plus tard, si tu n'as pas avancé, que tu dis toujours ah, mais ça sera dans 5 ans. Voilà, les Chinois, en attendant, ils ont bombardé, quoi. Après, Huawei, initialement, elle a bien caché son identité chinoise hein, à son arrivée sur le marché. Peu de Français savaient que c'était chinois. Hmm. Wilco en soi, c'est français, mais la production, elle est chinoise et c'est une filiale chinoise. Et ils ont réussi à masquer tout ça. Donc, c'est finalement l'identité une fois que tu arrives à faire une image de marque solide et des véhicules fun, tu sais, comme avec Bien sûr. BYD et leur corde de guitare dans la voiture, que tu arrives à faire oublier la production initiale et tu crées une expérience. Bon, maintenant, on sait que
que les Chinois, ils savent reproduire et améliorer après. Donc, Ouais. c'est la plus grande menace pour certains constructeurs. Alors, même si l'Asie a l'air d'être à fond sur la voiture électrique, il y a un pays en Asie qui rechigne encore, c'est bien le Japon avec Toyota, justement, on en parlait tout à l'heure, parce que bah, chez Toyota, le patron de Toyota, on sait qu'il est plutôt anti-électrique, Akio Toyoda, petit-fils du fondateur de Toyota, et on a eu un petit élan d'espoir quand on a vu qu'il allait quitter sa place de PDG. Et puis en fait, patatrac, non, pas du tout, parce qu'en fait, il va reprendre la place de président du conseil d'administration. Et du coup, il sera toujours en charge de Toyota. Et visiblement, les choses ne risquent pas de changer de si tôt chez Toyota. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand on voit que la Corolla est en 1 et qu'elle est suivie par le RAV4, moi je pense que très très vite, bah, cette suprématie va disparaître dans les mois ou dans les années à venir. La question, c'est pourquoi Toyota ne veut pas vraiment passer sur le full électrique. Bon, déjà, on sait que l'hybride, ils avaient bossé de ouf au tout début. Personne n'y croyait. Finalement, l'hybride, tout le monde voulait, Renault, tous les constructeurs européens et américains. Donc, on les comprend et on va exploiter cette technologie qu'on a mis du temps à développer, qu'on a mis plein d'argent dans ce développement-là. Donc, on les comprend. Et après, tu vois, c'est comme je te le disais tout à l'heure, Toyota est très présente aux États-Unis, surtout en Amérique du Sud, quelques zones géographiques où il n'y a pas encore cette tendance électrique. Ouais, Donc ils se c'est disent, vrai. ok, mais moi je vais faire ma transition, je vais vendre un truc en Amérique du Sud. En fait, je vais pas vendre. La menace est loin, on a le temps. En Amérique du Sud, il n'y en a pas. En Inde, il n'y en a pas. Même en Afrique, il n'y en a pas. Et là, c'est vrai qu'ils sont présents sur ces continents-là. Ça peut tourner très, très vite mal pour eux. Bon, Toyota, ils ont quand même essayé l'électrique, hein, en foutant un moteur avec de l'essence et tu dis, allez, on génère l'électricité avec ça. La voiture électrique qui ne recharge jamais, que tu ne branches jamais. Ça, c'était la meilleure invention marketing. Un autre constructeur qui pourtant, moi, me plaît énormément, mais il va pas très bien en ce moment, c'est nos amis de chez Rivian, puisque Rivian annonce une baisse des effectifs de 6%. Elon lui-même avait posté son avis sur Rivian et leur avait conseillé de se focaliser d'abord sur les premiers produits et sur la baisse des coûts, plutôt que d'abord étendre leur usine et leur outil de production. Et apparemment, c'est pas trop ce qu'ils ont fait. Donc voilà, là, ils vont baisser leurs effectifs. Malgré tout, ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'année dernière, ils ont vendu les 2 tiers de la production de l'année sur le dernier trimestre. Donc, il y a quand même un démarrage chez Rivian. En tout cas, moi, je leur souhaite de pouvoir se réajuster et de repartir à la hausse en 2023 parce que c'est vraiment une voiture vraiment super et que j'ai hâte de voir en Europe. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Ça arrivera avec la version plus petite. Là, c'est les R1S et R1T. Il y aura une version plus petite, R2S et R2T. C'est peut-être aussi logique. D'abord, se concentrer sur leur marché avant de faire d'autres produits. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Maintenant, c'est dommage parce que Rivian, ils ont quand même une identité très intéressante, tu vois, une philosophie du véhicule que j'aime bien. Ça change un petit peu, ils arrivent avec un look en fait très américain surtout, hein. Hmm. On le voit. Tu vois, Tesla, il n'y a pas forcément cette identité américaine. Maintenant, c'est un petit peu, ça s'adapte un petit peu à tous les pays. Mais Rivian, eux, ils se sont électrifié le modèle américain Ouais. avec un design, un look américain. Et on va en parler avec Amazon, hein. Amazon, Rivian sont très liés, mais aussi Blue Origin. Tu sais, Hmm. ils viennent chercher des passagers de la New Shepard. Bon, Ouais. avant, parce que là, actuellement, il n'y a pas de vol à cause des problèmes, des derniers problèmes, mais en Rivian, et c'est vrai que c'est des images plutôt intéressantes pendant que SpaceX est avec Model X. Et pour l'instant, ils n'ont pas de Cybertruck, mais cette connexion spatiale automobile qui est présente, et c'est plutôt beau à voir entre deux industries. Rivian apparemment aurait souffert cette année, dans son enfance, du coup, de la pandémie, de la crise des semi-conducteurs, maintenant de l'inflation, tout ce que n'a pas eu à subir Tesla, en fait. Ils étaient dans leur coin, l'économie allait vraiment plutôt pas mal, et ils ont pu croître dans leur coin tranquillement. Et là, au moment où Rivian se lance, il y a ces problèmes qui viennent leur casser un peu la tête. Donc ça a été difficile. On espère que l'inflation s'arrange, que tous les problèmes de pandémie sont derrière nous pour leur donner un peu d'oxygène sur 2023. Après, résilience, hein, ils naissent dans des conditions pas dingues.
Mm. J'espère qu'ils ont bien appris de toutes les erreurs potentielles, de toutes ces conditions-là et d'avoir bien galéré. Comme ça, ils repartent plus forts. Et je suis convaincu qu'ils vont réussir, ils vont être increvables Mm. sur les prochaines années, peu importe les étapes. Un autre qui va être increvable, on en parle encore, c'est Tesla, puisque on a eu deux annonces majeures lors du earnings call, un autour du Cybertruck et un autour de la fameuse Tesla Model 2, donc on ne s'appellera pas Model 2, mais au moins tout le monde comprend. Et là, c'est là qu'on va avoir besoin de votre avis quand même. La première chose par rapport au Cybertruck, c'est qu'il arrivera bien en 2023. Enfin, Elon a confirmé que les productions allaient commencer en 2023, mais que la montée en puissance allait arriver en 2024. Parallèlement à deux autres news que je trouve assez intéressantes, ce sont la montée en puissance des cellules 4680 qui, elle aussi, va se faire sur 2024. Donc, on a une correspondance. Et on a aussi une correspondance avec le fait que Tesla va dépenser beaucoup, beaucoup d'argent à partir de cette année, l'année prochaine, 2025. Ils avaient prévu de faire des dépenses, on les a ici, qui étaient, je retrouve mon article, là on nous a annoncé entre 6 et 8 milliards d'investissements sur la période. Et là on nous annonce un investissement entre 7 et 9 milliards. Alors, comme je te disais tout à l'heure, s'ils dépensent autant d'argent, ce n'est pas pour repeindre les murs de la Gigafactory existante, c'est qu'ils vont devoir les dépenser pour croître encore plus. Donc, agrandir la Gigafactory Nevada, ça c'est 3,6 milliards. Et le reste va être dépensé et dans les deux Gigafactories existantes encore en construction, hein, qui sont Austin et qui sont Berlin, et certainement dans l'annonce d'autres Gigafactories. Un Cybertruck qui est bien annoncé, mais qui va, comme l'a dit Elon, être en production tranquille en 2023 pour vraiment un vrai lancement en 2024. C'est bizarre parce qu'il commence à être un petit peu conservateur sur les chiffres, tu vois, c'était pas son habitude, ça. Ouais. De se calmer sur des chiffres fous alors qu'il y a quelques temps, il disait ouais, alors le Roadster demain c'est prêt. Ouais. Ou le Cybertruck, ouais, la semaine prochaine c'est fini. Ouais. Tu Ou le te demandes FSD. si. C'est ça. Est-ce qu'il y a des remises en question en interne? Et pas forcément Elon Musk, hein, parce que est-ce que Musk aussi perd du pouvoir en interne? C'est possible, hein. Il n'est pas Sherman, donc actuellement c'est vrai qu'il y a une cohabitation au conseil d'administration qui reste complexe et il n'est pas le seul décisionnaire. Il est CEO, mais il a des contraintes. On revient sur la question du jour, du moins c'est la question de la semaine dernière. Pour vous, le véhicule de demain sera-t-il hybride rechargeable, électrique à batterie, à hydrogène, ou bien peut-être le char à voile? Et vous avez répondu à 65% électrique à batterie. Putain, j'ai l'impression que je suis sur M6 en train de faire les sondages. Donc 65% l'électrique à batterie, ce qui n'est pas... Bon, voilà, vu le schéma de pensée qu'on avait, enfin le débat qu'on avait eu, ça ne me surprend pas. On a un petit peu abordé les problématiques de l'hybride rechargeable, de l'hydrogène et bon, le char à voile, bien sûr, c'était une blague, hein. Donc l'électrique à batterie, toi, est-ce que tu es étonné? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que le char à voile, il fait 15%. Donc, est-ce que c'est 15% de trolls ou est-ce que 15% de gens qui croient vraiment ou qui ne croient pas dans la voiture électrique ou l'hydrogène? Mais tu vois, hormis ça, c'est l'hybride rechargeable. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui pensent à l'hybride rechargeable encore. Après, j'ai vu des personnes qui ont plus parlé certainement de véhicules thermiques, hein, Hmm. non hybrides, et des hybrides classiques. Quoi, un schéma de pensée autour du thermique classique? Il y a eu énormément de commentaires, on les a lus. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas pour les prochaines questions à partager, à envoyer tous vos commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques. C'est vraiment génial. Donc, on peut discuter aussi avec vous après en partie commentaire. La question de la semaine qui va faire débat, c'est par rapport à cette histoire qu'a dit Elon, la nouvelle plateforme qui va arriver pour la modèle 2, donc 50% moins cher. Est-ce qu'on pourra l'acheter ou pas? Quel est ton avis là-dessus? Moi, à chaque fois, je m'habillais sur le fait qu'on ne pourra pas l'acheter. Moi, je pense qu'on va pouvoir l'acheter. Parce que le business, enfin le business model, le meilleur business model, c'est, ok, il y a le gars, il l'achète à 20 000 balles sa voiture. Il est utilisateur, donc on lui fait aussi consommer certainement des services à côté. Donc c'est ce qu'on appelle le cross-upsell, vous appelez ça comme vous le voulez. Et si un jour l'utilisateur du véhicule souhaite gagner un petit peu d'argent avec son véhicule, eh bien il se met OK en partage de covoiture, enfin covoiturage, taxi, Uber, tout ce que vous voulez, avec le véhicule autonome. Tesla prend sa commission et en plus d'avoir pris de l'argent sur l'achat du véhicule, ils se prennent toujours un revenu
constant, enfin en termes de gestion des risques, c'est mieux. Et tu as toujours c'est-à-dire que Tesla, tu vois, ils sont un petit peu dans cette perspective. Uber Eats n'a pas de Hmm. restaurant, ils ont des livreurs, des prestataires, et ensuite ils ont des clients. Enfin, ils mettent en Ouais. relation deux personnes. Est-ce que Tesla va être dans cette mise en relation du gars qui a son véhicule et de la personne qui a besoin d'être transportée? Bonne question, mais personnellement, en termes de vision de business, c'est mieux qu'avoir une flotte Ah ouais. attitrée. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pensais qu'ils garderaient la flotte pour eux et qu'ils ne le vendraient pas. Bombardez en commentaire, répondez à la question et surtout donnez votre avis parce que tu vois là, même avec, même avec Mathias, on n'a pas la même, pas forcément le même avis. Donc j'ai hâte de voir ce que vous en pensez vous. C'est en parlant, en discutant et en apportant différents points de vue qu'on s'enrichit eh bien, tous ensemble. Donc c'est cool. N'hésitez pas à interagir. Et détaillez bien parce que là, on lira vos commentaires. On a été plus de 1000 cette semaine à participer au sondage. Donc, j'espère qu'on pourra faire exploser ce record la semaine prochaine. Et puis, si cette vidéo vous intéresse comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à la liker, à la partager. Et puis, allez voir la chaîne de Mathias. Sur quoi tu travailles en ce moment? Toujours sur la même chose, j'ai pas trop avancé. Mais le jour, oui, c'est ça, c'est certain par contre. Le jour où cette vidéo va sortir, il y a une vidéo actu sur ce qui s'est passé au mois de janvier du côté de l'Asie. On parle de sanctions américaines sur des startups chinoises, plein de soucis de négociation avec Arianespace. Et puis, bien sûr, ça change pas de la semaine dernière, le rover martien. Bref, comme je t'ai dit la dernière fois, je dois me bouger. Et sinon, toi, de ton côté, que va-t-il se passer du côté de ta chaîne? Dis-moi tout. Je vais expliquer pourquoi il ne faut absolument pas s'amuser avec les batteries pour alimenter la maison, à faire une prise mal et envoyer directement l'électricité dans son réseau, que ça peut être extrêmement dangereux. Pourquoi je le déconseille fortement, même si ça fonctionne. Et certains conseillent des choses qui sont assez risquées, donc voilà, j'ai pas envie que les gens se fassent mal, et j'ai pas envie que les gens endommagent leurs produits, ça pourrait être assez bête, donc il faut faire attention. Voilà, c'est des outils quand même qui sont très utiles, qui donnent de la puissance, faut pas oublier, et c'est à manipuler avec précaution. Voilà. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur toute l'actualité de cet écosystème qui nous passionne autant. Encore une fois, n'hésitez pas à bombarder en commentaire, à regarder cette vidéo et la liker et à la partager. Salut Mathias et bonne semaine. Merci, à très vite. Excellente semaine à vous.